Merci à vous pour votre invitation qui m'honore beaucoup. Je suis très heureux de passer 1 heure, 2 heures à échanger avec vous, avec 2 émotions. La première, c'est le fils de l'enseignement agricole, mais côté lycée agricole qui se retrouve à AgroParisTech, aujourd'hui à un pupitre. J'avoue que... voilà, Edgar Pisani, si tu es là. Quand même, quoi. Bon, la République sociale, c'est pas mal. Ça peut être bien. Deuxième élément, c'est qu'on est en train de débattre actuellement. Et vous savez, quand on est socialiste, on est une poignée, on est sur 2 lots en même temps, donc on est à 3 endroits à la fois. On est en train de débattre contre des forces multiples que je nommerai pas ici, des quelques éléments de continuité sur nos combats anciens, dans des conditions où j'ai planté mes 2 amis voilà, donc s'il y en a un qui s'absente, on n'est pas bien. Voilà, donc, je vais les rejoindre très vite. Je suis un peu nerveux, mais je vais essayer de répondre à votre demande en vous disant que cette étude que j'ai découverte, pas tout à fait parce que vous nous en aviez parlé lors des stages généraux d'alimentation, cette étude en fait fait partie d'une famille. Si on fait un peu le mapping, moi je la trouve très cousine de After 2000, je sais plus combien, 2050. Je la trouve très proche d'Agrimonde. Que j'adore, et je dis toujours, quand vous parlez des questions agricoles, il faut commencer par avoir une lecture de Agrimonde, sinon vous n'êtes pas dans le sujet. C'est ce que je dis aux jeunes agriculteurs que je rencontre, aux syndicats, à la chambre, aux techniciens, aux chercheurs. Commencez par placer le sujet à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans l'atelier 11 des stages généraux de l'alimentation. Un atelier promis à toutes les guerres de tranchées, puisqu'il y avait les partisans de zéro pesticide, ceux qu'il fallait continuer comme avant, il y avait l'agroalimentaire, tout le monde était là, mais Marion connaît ça, elle a connu ça dans son propre atelier. Mais c'était certainement le plus exposé dans un calendrier où le glyphosate faisait l'actualité quotidienne, où la question des nouveaux OGM étaient débattus par les comités ad hoc et où l'actualité était explosive. Et si nous avons réussi dans la paix à produire une douzaine de propositions que vous retrouverez vous-même par vos propres recherches et qui ont été votées à la quasi-unanimité, c'est que nous avons fait ce détour par l'histoire, par la projection, la prospective et par une vision planétaire qui nous a réconciliés avec les enjeux essentiels et qui nous a mis en mouvement de façon relativement unie, même si cette avancée-là reste symbolique au vu du niveau des débats de ce que je vais rejoindre dans 1 heure et demie. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, d'abord, vous faites partie d'une famille d'études qui aide à la pensée politique à être bien enracinée au sens, non pas conservateur, mais de Simone Veil, la philosophe, et qui nous disait que l'enracinement, c'était se situer dans l'horizon et dans la verticalité. Et ces études-là nous aident à nous dire de quel territoire on parle, de quelle humanité, et dans quelle trajectoire. Et ils relativisent et ils mettent en perspective les combats que nous menons à court terme et de manière artisanale. Donc ils ont une grande utilité. La pensée politique est productrice de changement, peut-être pas immédiatement, mais elle en produit inéluctablement du changement. Et merci pour faire ce travail à l'IDRI, à Sciences Po, en lien avec AgroParisTech, de projection politique. Deuxième élément, c'est que toutes ces études visent à constituer, somme toute, une contre-culture ou une nouvelle culture. Là où pendant des années, Marion et Philippe en sont témoins et tant d'autres, nous avons eu une opposition qui a été organisée, une pensée qui opposait nature et alimentation. Il fallait choisir de respirer ou de manger, il fallait choisir entre la forêt et les protéines, etc. Et ces dilemmes qui étaient caricaturaux nous amenaient à des impasses et à des oppositions qui stérilisaient le débat public et qui concrètement permettaient à tous les conservatismes et à tous les événements mortifères qui sont en cours dans le monde de perdurer avec cette légitimité d'un débat entre la raison et la poésie. Et là, vous dites que vous remettez de la science sur des a priori qui sont audacieux et dont toutes ces études montrent qu'il y a un chemin difficile. Et vous l'avez traité, et c'est le seul reproche que je ferai, sur la limite, non pas sur la portée scientifique, je suis bien incapable de la juger, mais sur sa limite, c'est que finalement, vous dites comme si on était, j'allais pas au bon vieux temps, mais au temps de l'économie soviétique, on aurait une Europe à planifier, on mettrait ici dans la Beauce, comme le disait Philippe Mauguin à l'instant, 1 hectare sur 3 en prairie naturelle, avec une rotation bien organisée, etc. Ce monde-là n'existe pas. Donc il faut se mettre dans un monde qui n'est pas celui d'une économie administrée et où la gestion des flux va devoir s'articuler avec un jeu des acteurs. Autrement dit, vous ouvrez
un élément clair et disruptif pour le coup dans le débat public en disant c'est possible, tout le monde a à manger, tout le monde est en bonne santé, on a notre place dans le monde, parce que je fais partie des paysans bio, passionnés de leur territoire, mais qui pensent que la France a quelque chose à dire en gastronomie, en participation aux équilibres alimentaires dans certaines parties du monde et dans des échanges qui soient justes et durables. Je ne suis pas conservateur. Mais vous dites c'est possible, mais vous ne me dites pas comment on y arrive. Vous ne dites pas comment on y arrive, mais vous ouvrez un possible scientifique et il revient aux politiques de trouver ce chemin. Or, je peux simplement vous dire que dans les stages généraux de l'alimentation, nous avons plutôt partagé cette école de pensée d'une réconciliation possible entre des objectifs qui apparaissaient antagonistes, celui de la préservation de la fertilité à long terme et celui de l'accompagnement à très court terme sur l'échelle d'une génération, d'une croissance démographique inédite pour la communauté humaine. Ça était possible, on pouvait à la fois nourrir le monde. On peut nourrir le monde, même si l'étude Agrimonde nous dit que c'est un chemin étroit, et on peut à la fois maintenir les cycles de fertilité qui, au-delà de 2050, permettront à d'autres générations d'habiter la Terre. Donc merci pour cette contribution. Et finalement, il y a une certaine communion de pensée avec ce qui s'est passé, parce que les sources étaient les mêmes. Nous avons parlé du défi climatique, nous avons parlé du défi alimentaire mondial, nous avons évoqué les enjeux de santé publique, et nous avons convergé sur des approches qui sont extrêmement voisines. Si je reprends les comptes rendus, je l'ai feuilleté tout à l'heure, des stages généraux de l'alimentation, et imaginez ce qui a été autour de la table et un vote unanime, on a quand même redit que la France avait, de par son passé en agronomie, même s'il y a eu des faux plats ces dernières décennies, mais sur la science du sol a joué un rôle majeur, sur les sciences vétérinaires, sur la gastronomie, un rôle majeur à jouer en Europe et dans le monde, que la polyculture élevage pouvait redevenir, au nom des cycles de fertilité et du bouclage notamment sur les éléments fertilisants, un modèle non pas unique, mais un modèle de référence, si possible à l'échelle de l'exploitation, à défaut à l'échelle du micro-territoire, et encore par dépit sur des régions un petit peu plus vastes. On a redit la polyculture élevage, là où le discours que pour ma part je ne supporte plus, il ne faut pas opposer les modèles. Vous l'avez déjà entendu combien de fois ça ces derniers temps, ça, hein, et il ne faut pas opposer les modèles. Quand on dit ça, c'est qu'on sait qu'un modèle va gagner. Donc moi je préfère dire qu'il y a un modèle de référence qui n'est pas un modèle unique, mais qui est un modèle agroécologique, qui est un modèle de référence et dans lequel on doit s'approcher ou qu'on doit compenser si on n'y arrive pas immédiatement. Donc je l'ai dit au ministre, je l'ai dit à des grands leaders syndicaux, il faut avoir le courage de dire que cette pensée commune est une mauvaise pensée et qu'il y a aujourd'hui des modèles de référence pour la survie de notre humanité. L'allongement des rotations, le maintien des prairies, tout ça a été redit, la mutation des systèmes d'élevage, moins de viande, mieux de viande, etc. Sur ce sujet, pour avoir reconsulté les experts très malins des réseaux viande qui travaillent aujourd'hui en lien avec l'ACTA, avec l'INRA sur ces sujets, ils ne sont pas bouleversés par votre étude, parce qu'à la fois, ils vont bien sûr contester le taux de protéines quotidien, etc. Je les ai consultés, ils ne sont pas d'accord sur les chiffres, et on peut comprendre qu'ils ont d'autres approches que la vôtre sur ce sujet. Néanmoins, votre étude, profondément, c'est ce que je leur ai dit hier soir, vient conforter l'exemple un peu inédite que dans des cercles plutôt portés sur une vision écologique ambitieuse, l'élevage herbivore soit requalifié et remis à sa place dans la résilience des sols sur le changement climatique. Donc c'est finalement pour eux une victoire. Après, sur les 10 grammes en plus ou en moins dans le régime alimentaire quotidien, vous aurez d'autres occasions de vous rencontrer, mais le débat européen pèse peu à côté des habitudes alimentaires. C'est ce que nous dit Agrimonde des Indiens. Si eux changent un tout petit peu d'habitude, là c'est la planète qui bascule un petit peu. Nous, les débats de Bob Holland, c'est un petit peu secondaire par rapport à ce qui se passe en Asie, dans ces nations émergentes. Ce que je voudrais redire, c'est qu'on a été tellement loin dans cette appropriation des études multiples où en devenir on ne connaissait pas tout à fait la vôtre, que nous avons fini par dire que la France en 2030, et je trouve que les EGA en cela ont proposé une étape à la perspective que vous apportez, ont proposé une France composée en volume ou en hectares, on a été flou, on n'est pas sorti de l'ambiguïté, ça aurait été à notre dépens, pour dire une France en 3 tiers, une France avec 1 tiers en agriculture biologique, et finalement le living lab de la radicalité que par ces interdits tout à fait idéologiques, 0, 0, 0, 0, machin, je connais, j'ai pratiqué, qui devient une sorte de living lab pour l'agroécologie en général, parce qu'elle pose des hypothèses radicales, donc elle force à faire des recherches innovantes, et en ça elle est utile. 1 tiers de cette France répondant à un marché qui est qualifié et qui est réaliste,
Est, et d'autre part un tiers en haute valeur environnementale, donc marque territoriale de l'agroécologie, j'y reviendrai, et un tiers en marché conventionnel pour des produits plus qui sont des produits d'association ou des marchés moindre qualifiés. Et nous avons réaffirmé que si ce paysage-là, même en 2030, aboutissait, et c'est possible, nous aurions, là c'est vraiment un pari politique, c'est passé, mais je n'étais absolument pas fondé, j'ai dit que 90% des problèmes de cohabitation, d'environnement, de biodiversité, de protection de l'eau seraient réglés à cette étape. Si nous avions cette étape, nous n'avons pas mesuré l'impact pour y arriver. Une France en 3/3. Vous voyez l'audace de ce qu'ont donné les États généraux de l'alimentation, et vous voyez où on en est aujourd'hui, et ça c'est une étude pour Sciences Po, pour mesurer la capacité à élever le débat, et puis sa difficulté à le traiter dans un programme gouvernemental, dans un récit politique, et à l'incarner dans un débat parlementaire qui ne s'épuise pas dans des querelles picrocolines, comme nous allons repasser dans les 48 heures autour de la date d'interdiction du glyphosate, etc. Je manquerai à vous dire que tout ça ne fonctionne que si nous faisons de la politique. Faire de la politique, c'est organiser le jeu des acteurs. Et 3 régulations sont apparues en creux ou en relief dans les États généraux de l'alimentation, et je parle sous l'autorité des autres animateurs. La première, et je voudrais la valoriser en premier, c'est celle de l'empowerment, ou moi j'aime mieux le terme canadien qu'on m'a confié il y a peu de temps, l'empuissancement, la capacité à reprendre la main sur les territoires ou dans les filières. Et je note que des idées nées dans la dernière mandature qui aujourd'hui font consensus ont vocation à se densifier. C'est le cas des plans alimentaires territoriaux. La dimension territoriale, métropole, dialogue avec le milieu rural est un champ extraordinaire de la vie publique, et l'alimentation en est le premier vecteur. Le deuxième est celui de ces contrats tripartites. On est moins dans l'horizontalité mais dans la verticalité, comment des producteurs, des transformateurs et des distributeurs peuvent se mettre d'accord sur une juste rémunération à chaque étape de la filière et signer un label reconnu par les consommateurs qui eux-mêmes tireraient cette production en la reconnaissant. La troisième piste d'empowerment qui me paraît très importante, que nous partageons beaucoup, que nous sommes nombreux à partager ici, c'est celle de la haute valeur environnementale. La bio ne peut pas être le seul vecteur en termes de marque produit de cette mutation. Il faut absolument qu'une marque territoriale puisse être appropriée par les collectivités compétentes, les régions, les métropoles et les communautés de communes, qu'elles emplissent les ARHD et je pense des grands réseaux de distribution, du 100% HVE dans un tiers des filières de distribution et de production en France. C'est quelque chose qui est à notre portée, ce sera un moteur extraordinaire et à la façon de la bio, en fixant 5 objectifs et non pas 5 interdits qui seraient déterminés suite à un débat scientifique à une mission exceptionnelle confiée à l'INRA et à Agronium en général sur 3 mois. Grâce à cette définition express, nous aurions la capacité à redonner une puissance d'imagination aux filières, aux territoires et aux paysans qui n'attendent que ça, plutôt que d'avoir des normes de kilomètres de hauteur de l'infrastructure écologique. Ils attendent d'avoir les clés d'un marché sur lequel ils puissent investir le génie paysan, fruit de la science et de la sagesse paysanne. Je voudrais dire que le dernier point d'organisation et de jeu des acteurs qui est apparu dans les EGA est celui de la question foncière. Sans relève, tout ce que vous évoquez n'a aucun sens. Pour faire vivre cette Europe agroécologique, il nous faut... Je le dis pour la France, je suis incapable de parler pour d'autres pays européens, j'ai peur de dire des bêtises. Mais pour la France, il ne faut plus perdre de paysans. Et pour organiser cette relève, il faut absolument que le foncier soit protégé et partagé. Ça, tout le monde est d'accord pour protéger. Il faut qu'il soit partagé. Je suis à la tête d'une mission foncière qui travaille sur des propositions françaises, européennes et onusiennes sur cette question. L'accaparement des terres est une des sources de démesure et de perturbation du marché les plus durables et les plus saignantes à l'échelle de la planète. L'ONU dit que c'est supérieur aux guerres. Et sur nos territoires, c'est quelque chose qui crée un désordre incroyable. Partout, il y a agrandissement démesuré, il y a perte de valeur ajoutée écologique, économique et sociale. Nous sommes tout à fait à contrario de ce que vous évoquez comme trace. Donc tout ça est vain s'il n'y a pas une relève générationnelle qui est conditionnée elle-même par une régulation du marché foncier qui suppose une puissance publique qui est autorité. Et c'est le sujet de la mission que nous rendrons mi-novembre sur ce sujet. Peut-être un autre rendez-vous dans nos échanges. Enfin, toutes ces régulations n'ont aucun sens si nous considérons l'espace rural ou l'Europe comme un supermarché livré au vent du moins 10 ans, si nous faisons produire pour les plus pauvres d'entre nous une alimentation low cost produite par des plus pauvres que nous, tout ça s'effondre, ces modèles-là s'effondrent, ils sont mortifères pour nous-mêmes, notre conscience et notre survie commune. Et j'aime à dire que retrouver les traces des régulations et des outils, des instruments de régulation pour l'Europe est l'absolue priorité. La qualité des régulations intra-européennes et la densité des qualités et de l'harmonisation de nos marchés intra-européens pour ne soyons pas concurrents les uns des autres.
entre l'irlandais, le normand et le portugais, et que nous devions une communauté de production agroécologique, suppose des instruments de régulation nouveaux, rénovés. Je ne suis pas nostalgique forcément des anciens, mais il faut inventer les nouveaux. C'est le grand champ de la socio-économie pour la PAC à venir. Démarche contracyclique, aide couplée, tout est à imaginer, plafonnement, différenciation. Nous avons tout un jeu d'instruments qu'il faut mettre en œuvre, mais il nous faut réorganiser absolument des instruments d'organisation du marché. Et je vais terminer sur ce point. Cela n'a de sens, cela même, que si nous sommes capables, dans un cadre multilatéral, d'organiser des traités internationaux de nouvelle génération qui instituent l'exception agriculturelle autour des questions de souveraineté, de paix et de survie de notre planète que vous connaissez bien. Je n'ai pas le temps de les développer, mais je peux exprimer devant l'ENSAIA dans une promo de rentrée. J'avais des jeunes extraordinairement beaux, mais il m'a dit, le directeur, qu'il fallait leur donner du sens. Et moi, je leur dis, je vous propose 3 récits pour les 3 ans que vous allez passer avant de fabriquer les aliments du futur. J'aurais dit, j'aime beaucoup cette formule qui est post-EGA et qui est mûrie dans les EGA, fabriquer une nourriture de toutes les qualités pour tous. Inutile de vous dire, de toutes les qualités, sur les paysages, sur la nature, mais aussi sur notre propre santé et sur notre plaisir d'être ensemble. Une nourriture de toutes les qualités pour tous. Je bosse sur une expert avec ATD Carmonde sur l'accès négocié d'une nourriture de qualité pour les plus précaires. Je vous assure que c'est des aventures humaines sans commune mesure, avec plein d'autres récits sans intérêt. Deuxième piste, c'est une seule santé. Si j'étais jeune et si j'avais votre âge, vous étudiants d'ici, je leur disais, et si j'étais en train de conquérir une communauté de communes ou de fonder un groupement de développement agricole, je prendrais ce thème-là, une seule santé, parce qu'elle remet l'homme au centre. Elle remet non pas l'homme en surplomb, mais l'homme au centre. Il n'y a pas de santé humaine sans santé animale, vous connaissez parfaitement cet adage, sans santé du végétal et sans santé du sol. Elle remet l'homme au centre. Nous sommes loin de la deep écologie ou des panthéismes qui par ailleurs me terrifie. On remet l'homme au centre, mais cette interdépendance à la santé de la nature pour la santé humaine est un récit politique extraordinaire et terriblement inclusif. J'en ferai un leitmotiv de ces études. Et enfin, je rappellerai pour terminer, avant de me faire disputer, que nous avons en fait notre génération, et je leur disais à ces étudiants de l'ENSAIA de Nancy, à être une génération héroïque parce qu'il y a 2 humanités à sauver, et c'est le même combat, c'est celui de la justice et de la vie. Je disais à Olivier de Schutter qu'on se retrouve sur les droits humains dans les multinationales à Genève ou à Paris, et on se retrouve sur les questions d'écologie. C'est le même combat, Olivier. Et tu me disais, c'est la même chose. On ne peut pas parler mondialisation, régulation, justice sans parler vie. Il n'y aura pas d'écologie sans justice et il n'y aura pas de justice sans écologie durable demain. Et finalement, votre génération, notre génération, devra être héroïque pour sauver 2 humanités, celle de la maison commune et celle de la dignité humaine. C'est un même combat. Merci.